Bonjour à tous, je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer avant la fin de la matinée, d'être assez rapide et concis. Je travaille comme Anna au cabinet Lagomie Provençal depuis 2019, depuis 5-6 ans, et j'accompagne différents domaines, dont le domaine Mirabeau en suivi viticole ou œnologique. J'accompagne le domaine Mirabeau sur la mise en place d'itinéraires techniques au vignoble pour une agriculture régénératrice et sur l'ensemble des pratiques agronomiques à mettre en place. Donc je voulais juste vous présenter aujourd'hui les différents points qu'on avait abordés sur ces 5 dernières années, quelques résultats qu'on a vus ensemble et quelques discussions à mettre en place suite aux différents résultats qu'on a eus. Juste un petit constat initial, donc l'achat du domaine en 2019 par Steven et Jenny, avec un vignoble qui était cultivé en agriculteur conventionnel depuis de longues années et dont énormément de constats ont été faits avec une forte érosion, des niveaux de matière organique qui sont très faibles, des structures qui étaient assez désastreuses, des systèmes racinaires qui plafonnaient de par des apports d'engrais qui plafonnaient à des superficies du sol qui n'étaient pas très profondes, des mauvaises tailles, etc., etc. Quelques petites photos de rappel sur ce qu'on a eu quand on était arrivé, parce qu'on a fait un audit initial lorsqu'on est arrivé, de manière à identifier tous les points très précisément. Donc un paysage lunaire avec énormément de rangs présentant du brûlé, avec des sols qui ne digéraient pas la matière organique, avec, comme vous voyez sur les photos, des présences de bois de taille non digérées, avec une matière organique qui était vraiment très très pauvre et une activité biologique qui était très 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 faible, avec un rang sur deux désherbé en plein. On avait également des problèmes de taille rase avec des plaies de taille qui étaient très rases, et on peut croire que c'est de la taille ramifiée, comme tu connais bien Mathias, mais ce n'est pas le cas, c'était une taille donc assez mutilante pour le cep. Et ce fameux système racinaire plafonnant qu'on avait étudié dans plusieurs parcelles avec des études de fosse pédologiques, de manière à juger de l'implantation du système racinaire globalement sur le domaine. Les analyses de sol qui permettent de mettre en avant les différents points qu'on a cités précédemment, à savoir des matières organiques, comme on le voit ici, qui plafonnaient à 0,5%, des C sur N qui étaient très faibles, et des CEC faibles aussi. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ces rapports agronomiques, mais en gros, pas beaucoup de matière organique, avec un rapport carbone sur azote très faible et un potentiel des sols à fixer les nutriments qui était très faible. Donc assez difficile à piloter d'un point de vue agronomique, et un petit peu l'opposé de ce qu'on veut mettre en place pour un sol vivant et durable. Donc, on a fixé ensemble plusieurs objectifs avec Steven, de manière à aller plus loin que l'agriculture biologique, puisque comme l'a cité Anna, au cabinet, on ne suit que des domaines en agriculture bio, mais on voulait aller plus loin que ça, et on s'est demandé comment équilibrer ce domaine et cet agrosystème viticole avec les différents points qui vous ont été cités tout au long de la matinée, à savoir l'augmentation de la biodiversité, qu'est-ce qu'on allait faire directement dans le domaine, régénérer le sol et la plante. On parlera de ça un petit peu plus en détail parce que je trouve que c'est important, la notion de la plante. Comment on séquestre au max du carbone, comment on fait en sorte de garder le plus d'eau, et comment on augmente la résilience de notre vigne face aux aléas climatiques. Tout ça dans un but commun qui a été cité encore une fois tout au long de la matinée, produire un vin de terroir dans un écosystème équilibré et résilient, avec cet objectif vraiment de vin de terroir qui me paraît assez important et qu'on a peu cité aujourd'hui, mais on fait de l'agriculture régénératrice et on fait de l'agriculture et de la viticulture durable pour faire des meilleurs vins, parce que l'intérêt c'est pas que de produire du raisin, mais c'est qu'à la base on fasse des vins de terroir avec une forte identité et avec un potentiel organoleptique qui soit maximisé. Voilà. On a mis en place avec l'équipe technique du domaine un programme sur plusieurs années. C'est quelque chose qui est assez important et que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que nous, on était là, et surtout moi, mon rôle ici, c'était d'arbitrer les souhaits de Steven et de l'équipe technique pour dire ok, on s'est fixé des objectifs, quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre en place pour y parvenir. L'agriculture régénératrice en est un, parmi tant d'autres, mais qu'on a voulu utiliser et qu'on a voulu absolument maximiser. Et comment on fait pour passer d'un agrosystème qui était classique, sans trop le bouleverser, à la mise en place de nos objectifs communs, à savoir tout ce qu'on a vu dans les points du slide précédemment. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas récupérer un vignoble désherbé un rang sur deux, avec une fertilisation uniquement minérale,
et avec aucun couvert végétal, en disant d'un coup on va tout enherber, arrêter de fertiliser et arrêter d'irriguer même s'il n'y a pas d'irrigation. Il y a certaines phases d'adaptation à mettre en place qu'on avait mis en place sur 5 ans. On va voir au fur et à mesure de où est-ce qu'on en est arrivé, quels sont les points positifs qu'on a vus, quels sont les points négatifs. Mais j'insiste sur cet aspect-là où il faut garder un bon sens paysan et un bon sens de viticulteur, à savoir on ne peut pas tout bouleverser d'un coup. Donc vous n'allez pas voir en détail tout ce qu'on a mis en place, mais c'est pour vous dire un petit peu le raisonnement. C'était constat, mise en place d'un programme et après adaptation sur plusieurs années. Donc ça c'est le petit récapitulatif en points principaux de ce qu'on avait fait. Donc achat de domaine en 2019, 2020 première année conversion bio, on a implanté 120 arbres dès la première année, on a appliqué la Lifofert dont vous a parlé Anna juste précédemment de manière à potentialiser la vie des sols. On a recépé quasiment plus de la moitié du domaine, on en parlera juste après parce que ce sont des points qui me paraissent très importants, c'est que la régénération du végétal est importante et notamment en viticulture aussi. En 2021, on a mis en place du surgreffage sur certaines parcelles, on en parlera en détail après. Semis un rang sur 2, du compost pour augmenter la matière organique et la fameuse intégration d'animaux, donc des lamas, un peu de pastoralisme, mise en place de ruchers. Donc petit à petit, on voit qu'on commence à cocher les cases, on couvre les sols, on augmente la biodiversité, on régénère le végétal. Et petit à petit, à partir de l'année 2021, on en parlera plus tard, on a mis en place des indicateurs. 2022, on met de l'enherbement tous les rangs. On fait du vitipastoralisme pendant l'hiver, on limite les travaux du sol, on commence à faire certains tests agronomiques un petit peu plus précis et on augmente la fertilité chimique des sols, comme en parlait Mathias, avec la mise en place de chaulage qui nous paraissait indispensable de manière à potentialiser la vie des sols et la structure des sols. 2023, on poursuit un petit peu tout ce qui a été mis en place avant. On commence certains essais avec 0 travail du sol, pour voir quels étaient un petit peu les impacts. On continue la plantation de haies, on fait un essai de biochar et un micro-essai de vignoble comestible qu'on ira voir ensemble sur certaines parcelles. Ce qui est important de noter là-dessus, c'est qu'on a quand même gelé en 2020. On a eu des dégâts de feu avec un incendie dans toute la plaine des Bords en 2021. On a regelé en 2022. On a pris du mildiou en 2023 et on a regelé en 2024. Mais sinon, on est ravis de tout ça. Voilà. Mais c'est important parce que ce qui est important de noter, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu le recul sur l'impact sur les rendements, puisqu'en effet, c'est assez compliqué avec des paramètres et des aléas climatiques qui étaient aussi forts, d'avoir un impact directement sur les récoltes. Quelques petits points. Régénérer le végétal, je trouve que c'est quelque chose qui est important, puisque ce sont les points clés qu'on a cités dans la culture régénératrice, c'est que oui, on potentialise la vie des sols, mais le but étant pas d'avoir des champignons et des sols qui sont en vie, mais avoir une plante qui soit saine, de manière à pouvoir produire du raisin dans les meilleures qualités avec le moins d'intrants possible. Et la régénération du végétal peut passer par différentes techniques, dont le recépage. Et on voit que ça a énormément d'avantages, notamment sur des périodes de gel. On en parlait avec Pascal la semaine dernière, mais si vous regardez sur les redéparts de végétation à la suite d'un gel, un végétal recépé avec des flux de sel qui vont être beaucoup plus sains, vont permettre des bien meilleurs redémarrages de la végétation. Et c'est des petites choses qui étaient avant du bon sens paysan, qui nous prouvent que oui, l'agriculture régénératrice, ce n'est pas que la vie des sols, pas que ça, mais aussi des techniques de bon sens. Et régénérer le végétal en est une, qui est très très importante pour la limitation du stress hydrique, parce que les flux de sel qui vont être plus directs, donc moins de stress, pour la limitation des maladies dépérissantes, maladies du bois comme l'ESCA, et pour la résilience face aux aléas climatiques, qui sont des points clés de l'agriculture régénératrice, donc important dans la régénération du végétal. Le surgreffage aussi, qui nous permet de régénérer certaines parcelles sans avoir à produire du défonçage qui va émettre énormément de CO2. Un défonçage profond va bouleverser la vie des sols, va émettre énormément de carbone, pas par rapport au travail du tracteur, mais par rapport à l'aérobie qu'on va mettre dans le sol et à la maximisation de l'activité biologique. Je vais être clair là-dessus, je ne crois pas vraiment à la plantation directe sans travail du sol, et on voit très bien que les parcelles qui sont les mieux préparées avant plantation sont celles qui sont les plus pérennes. Donc je pense que le surgreffage peut être vraiment un outil important à intégrer dans un itinéraire technique de viticulture durable et de viticulture régénératrice, qui nécessiterait dans plein de cas et chez plein de viticulteurs des études approfondies, à savoir
sur des cépages qui sont plus adaptés, des cabernets qu'on a difficile à valoriser en rosé, des merlots, ce genre de cépages-là, avec des architectures de cèpes qui sont en bonne santé, avec des plantes qui sont pas Clafidesca, franchement, ça permet de gagner du temps, même si c'est un certain coût. C'est vraiment en lien avec la viticulture régénératrice et ce sont des techniques qui fonctionnent maintenant. On a des experts dans la région avec Marc Birbent de Worldwide Vineyard qui a fait le greffage ici. Et ce sont vraiment des techniques intéressantes dans le cadre des viticultures régénératrices dont on vient de parler. Dans le cas de la régénération du végétal et de la viticulture régénératrice, je voudrais juste faire un petit point avec vous sur ce qui est censé être quand même la base, mais le végétal en soi, donc la vigne, les clones. On a mis en place un choix de sélection massale sur la dernière plantation qu'on va faire sur les Syrah, de manière à diversifier au maximum le végétal et diversifier les individus. On parle de biodiversité dans les vignes, on plante des arbres, on plante des haies bocagères, et on plante des clones dépérissants. Donc moi, ça me pose un petit peu souci des fois, et c'est une question qui me porte à cœur. Je vous ai juste cité l'exemple du cinsault, puisqu'on a le vignoble ici qui est planté à 60% de cinsault. Je vous invite un jour à ouvrir le catalogue de l'ENTAV et de lire les années d'agrément des clones de cinsault disponibles en Provence. Il n'y a rien qui est plus récent que 1971. Je ne suis pas du tout un anti-clone. Je pose juste la question de dire il y a peut-être un juste milieu à trouver entre les sélections massales qui peuvent être très chères, qui peuvent être des fois compliquées parce qu'elles ne nous permettent pas d'avoir des aides à la plantation, et des sélections clonales qui peuvent être plus adaptées avec franchement des problèmes de dépérissement, avec certaines fois des adaptations aux aléas climatiques qui peuvent ne plus être en lien avec les objectifs actuels. Donc voilà, régénérer végétal, c'est les différents points qu'on vient de voir, et ça aussi c'est très très important. Donc pensez à des plantations en polyclonal, pensez à des sélections massales quand vous avez le temps de le faire. Mais c'est ça la viticulture régénératrice aussi, c'est le végétal à la base, qu'est-ce qu'on plante dans nos vignes. Donc c'est un exemple que je voulais prendre qui était assez important et qu'on a mis en place au domaine Mirabeau aussi, puisqu'on a pensé une sélection massale pour la prochaine plantation avec une sélection avec plusieurs greffes aussi, plusieurs porte-greffes pardon aussi. Donc voilà, diversifier un maximum les individus. Concernant la régénération du végétal aussi, on avait mis en place dès 2019 des fosses pédologiques avec les études de développement du système racinaire qu'on vous a montré sur les premières diapositives. Et 3 ans après, en 2021 et en 2023 aussi l'année dernière, on a refait les fosses pédologiques aux mêmes endroits de manière à observer la modification du développement du système racinaire et voir s'il y a des choses qui se passent. Donc beaucoup de questions se posent sur la dominance apicale des racines, à savoir est-ce que le travail du sol justement, en sectionnant certaines racines principales, va forcer la plante à modifier le développement de son système racinaire. Je pose cette question-là parce que, encore une fois, régénérer le sol et régénérer la plante, ce n'est pas simplement un non-travail du sol. C'est un travail du sol bien pensé à certains moments. C'est peut-être juste de la décompaction en profondeur qui va sectionner de la racine, mais sans travailler vraiment les horizons superficiels. On a aperçu dans pas mal de parcelles où on a passé la décompacteuse un rang sur deux à une dent au début, puis à dedans une modification du développement du système racinaire avec une modification de la dominance apicale. C'est exactement comme sur un entrecœur dans une vigne. Vous coupez un apex d'un rameau principal, vous faites démarrer les entrecœurs. Sur des racines, c'est le même cas. Lorsqu'une plante a tendance à plafonner, à aller couper les racines principales, évidemment, ça va fatiguer la plante. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça de manière brutale, mais petit à petit, ça peut permettre de modifier le système racinaire et de forcer la plante à aller plus en profondeur. Donc, encore une technique de régénération du végétal qui mériterait d'être étudiée plus en profondeur. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir avec Anna et le département de recherche et développement en cabinet aussi. Mais voilà, c'est un des axes qui me paraît très 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 important et qui prouve qu'on ne passe pas de tout au rien. Donc, zéro travail du sol, désherbant en plein, engrais minéraux qui plafonnent avec système racinaire à 40 cm, j'enherbe tout et je vais faire mourir ma plante. Juste des chiffres qui sont assez intéressants. Analyse qu'on a pris en 2021. En 2021, avec Steven, on a voulu mettre en place une base de données qui nous servira de projet pilote pour l'évolution des pratiques et l'évolution de la vie des sols sur le domaine. 2021, parcelle Grenache Olivier dans laquelle vous êtes arrivé. Matière organique, 0,6%. Analyse en 2024, matière organique, 0,7%.
Donc c'est 1% en 3 ans. C'est pas énorme pour le moment, mais lorsqu'on sait que 1% stocke 18 000 litres d'eau, comme l'a souligné Jessica ce matin, ça pose question. Rapport C sur N augmenté de plus de 1 point, donc plus de carbone dans les sols, donc séquestration du carbone qui fonctionne. Idem pour la parcelle Cinsault-Colline qui est située sur un autre type de sol. Donc on a augmenté la matière organique de 0,1%, on a augmenté le C sur N de quasiment 2 points, donc augmentation de la séquestration du carbone. Donc ça c'est avec moins de travail du sol, compost, potentialisateur, donc prébiotique et probiotique des sols. Comment on a fait pour potentialiser les sols? La lithofère, donc dont vous a parlé Anna, des prébiotiques. Donc je précise rapidement, la lithofère c'est un probiotique, donc c'est un cocktail de microbes et de mycorhizes qui vont booster la vie des sols. Les prébiotiques, donc qu'on a utilisé qui est Nutrigeo, c'est un cocktail de nutriments qui va favoriser le développement de certains micro-organismes du sol, dont justement la biomasse fongique. Et pour 2024, on va essayer de mettre en place des thés de compost fongiques, donc les composts Johnson-Su, de manière à augmenter notre humidification des sols et la prédominance des champignons dans les sols. Tout ça de manière à potentialiser la vie microbienne et vous expliquer ces essais qu'on a mis en place aussi lors des analyses de sol qui sont assez flagrantes et assez incroyables. Grenache olivier, toujours la même parcelle, dans le cadre de la base de données initiale qu'on a mis en place. On a fait une analyse de la nématofaune. Donc les nématodes sont les micro-organismes qui sont à la fin de la chaîne trophique, donc qui sont les indicateurs les plus précis du fonctionnement, on va dire, microbiologique de votre sol. S'il y a plus de nématodes qui mangent des champignons, il y a plus de champignons. S'il y a plus de nématodes qui mangent des bactéries, il y a plus de bactéries. 2021, exactement sur la même localisation, donc on avait marqué les CEP, on avait marqué la zone de prélèvement. On est sur un indice d'activité biologique de 0,7. Après 3 ans avec les apports de compost, les lithofères, les prébiotiques pour les sols, la limitation du travail du sol et les couverts végétaux, on passe de 0,7 en niveau d'activité biologique à 7,5. Donc plus 10 en nématodes libres. Donc ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? On vous le dira sur le long terme. En attendant, ça a eu un impact assez fulgurant et assez flagrant qui est très très satisfaisant à observer. Idem sur la partie... Ça, ce que je veux vous montrer dans ce diapo-là, c'est que on passe d'un sol avec une tendance bactérivore, donc minéralisation très rapide, dégradation de la matière organique, donc problème de structure, problème de CEC, comme on les a vus dans les audits initiaux, à maintenant un sol à dominante fongique, mais c'est hallucinant à quel point les rapports se sont inversés, et une activité fongique qui est donc très très importante pour nous, notamment dans les sols de la plaine des Morts qui sont à tendance sableuse, et on a vraiment envie d'augmenter l'humification pour stocker plus d'eau, stocker plus de nutriments et augmenter la résilience des sols face aux aléas climatiques. Donc, sur l'analyse des grenaches oliviers, donc ce sont des brunissols acides. Pareil sur les Cinsault-Collines, c'est moins flagrant, on passe de 2,8 à 4,1. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que lorsqu'on a fait les fosses pédologiques de manière à mettre en place les suivis de développement du système racinaire, cette parcelle-là n'avait moins bien évolué que les autres parcelles qu'on avait en suivi. Donc on a souhaité poursuivre un petit peu le travail du sol, ça veut dire un passage en plus dans la saison. On s'aperçoit que le niveau d'activité biologique a quand même augmenté, mais si je prends les structures écologiques, j'ai mon rapport bactéries-champignons qui a moins évolué que sur les grenaches oliviers sur lesquels on a beaucoup moins travaillé les sols. Je pose juste la question. Est-ce que les travails des sols limitent l'activité fongique? C'est ma conclusion. Ça veut dire que le travail du sol va aérer les sols, donc va favoriser les micro-organismes en aérobie, donc augmenter la minéralisation, augmenter les bactéries. C'est un postulat qui mérite d'être analysé plus finement pour la suite, mais ce sont des analyses qui, en tout cas, pour nous satisfaisent énormément. Donc énormément de potentialisation de la vie des sols, et sur les parcelles où on a vraiment limité le travail du sol, donc à savoir un passage dans la saison d'été, on a fait x10 sur l'activité biologique et on a augmenté le rapport champignon-bactéries. Quelques petits résultats qu'on a mis en place sur le stress hydrique, parce que lorsqu'on arrête de travailler les sols, qu'on remet de l'enherbement,
c'est quand même un petit peu les premières questions qu'on se pose. Donc en partenariat avec Racil, on a mis en place des tests de stress hydrique sur une parcelle de Vermentino qui est juste à l'entrée. Je vous dis juste que c'est une erreur des stagiaires de Racil qui ont noté Grenache, mais c'est bien du Vermentino qui était situé sur cette parcelle-là. Intéressant, les parcelles témoins étaient une parcelle sur laquelle on avait travaillé le sol une fois dans la saison, en début de saison. Donc un seul rang en herbier avec un rang travaillé. La parcelle d'essai, c'était une parcelle sur laquelle on n'a travaillé ni le cavaillon, on le faisait à la débroussailleuse, ni l'interrang, et que c'était en herbier. On observe dès le début une différence en potentiel hydrique, donc un stress plus élevé sur la parcelle qui était complètement en herbier. Donc on en parlera en détail plus après avec ceux qui sont intéressés. Donc on voit que le travail du sol limitait un petit peu le stress hydrique en début de saison. Idem au mois de juillet, la parcelle qui était travaillée, donc la parcelle témoin est un petit peu moins stressée que la parcelle complètement enherbée. Maintenant, d'un point de vue agronomique, est-ce que 8,17 versus 8,58, c'est très très différent? C'est à discuter. Et en fin de saison, on voit que la parcelle enherbée en plein se retrouve moins stressée que la parcelle sur laquelle on avait travaillé les sols. Il y a énormément d'analyses possibles et il faudrait 1 heure pour parler de ça en détail. Voilà, on conclut ça avec ce que j'appellerais le stress hydrique bordelais. Ça veut dire qu'une parcelle de vigne qui va recevoir énormément d'eau au printemps va créer ses radicelles et son système radicellaire en surface. Donc va avoir un confort hydrique en début de saison. Et lorsqu'on va amener une forte contrainte hydrique en saison, ce sera la parcelle qui va être le plus stressée le plus rapidement possible. Donc oui, l'enherbement va assécher les premiers horizons superficiels du sol. Donc mettre la plante dans un confort hydrique moindre en début de saison. Maintenant, est-ce que ça ne permet pas à la plante d'aller développer son système radicellaire et son système racinaire plus en profondeur, de manière à être plus résiliente à la fin face au stress hydrique? C'est une des questions qu'on se pose aussi, donc qu'on va poursuivre sur les années à venir. Donc quelques tests de stress hydrique qu'on met en place. On a mis en place quelques tests sur le gel. Je vais faire attention avec ce que je dis parce qu'on entend un petit peu de tout et c'est quelque chose qui mérite beaucoup plus de détails. Je dis juste que c'était lors du gel de 2021. On a fixé des thermomètres donc à 30 cm au milieu de notre enherbement. Le même thermomètre sur le rang d'à côté, complètement griffé sur la parcelle d'essai, et le thermomètre sur le cordon à 60 cm. Donc, le gel du 8, moins 6,9 dans le rang enherbé, au milieu du rang. Moins 6,5 le thermomètre au milieu du rang où il y avait 0 herbe, et moins 7 dans le cordon. Donc, sur des gelées noires, aucune différence avec l'enherbement et le travail du sol. Je souligne juste ça par rapport au fait qu'on a tendance des fois à surréagir avec la destruction des enherbements. Sur des gelées blanches, c'est un combat qui est complètement différent, qui mérite d'être posé. Pensez à surtout pas détruire vos couverts végétaux juste avant le gel, c'est ça qui va vraiment augmenter le risque de gelée. Sur des gelées noires comme on a eu cette année, franchement, couvert végétal ou pas couvert végétal, il n'y avait vraiment pas débat, ça ne changeait rien du tout. Là, presque, le plus froid, c'est le cordon, donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des couloirs de froid qui viennent se créer? Est-ce que 0,5, ce ne sont pas les erreurs d'analyse de thermomètre? Est-ce que c'est ça qui va vraiment faire la différence? Voilà. Par rapport au service systémique et agronomique qu'un couvert végétal va pouvoir donner, des fois, il ne faut peut-être pas surréagir avec les risques de gel et faire attention à ça. Donc ce sont aussi des analyses qu'on met en place à Mirabeau et qui nous permettent de piloter cette transition vers l'agriculture régénératrice et le non-travail du sol et l'enherbement en plein. Donc voilà, ce sont certaines expériences que je voulais vous présenter. Voilà, je voulais juste insister sur le fait de cette période de transition qui semble vraiment, vraiment importante sur le bon sens paysan à conserver, l'agriculture, les techniques mises en place pour arriver à une viticulture régénératrice sont souvent des techniques de bon sens paysan, bien mises en place, et qui nécessite évidemment des tests agronomiques derrière de manière à pas faire de pas surréagir et pas mettre en place des erreurs trop graves. Voilà. Merci. Merci Clément. Allez.